13 ans après, il supprime donc cette poudre de radium et on passe sur de la poudre de tritium, d'où le nom Luminor. Alors non, du coup, pas de... Bon. Salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle puisque déjà on a la chance d'avoir un invité de marque, Edouard. Tu vas bien? Ça va, Corentin? Mais écoute, ça va super parce qu'aujourd'hui on a prévu quelque chose de plutôt sympa. Ça va être cool, ça va être très cool. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire? On a fait une sélection de 7 chronographes. Ouais. Voilà, c'est pas encore l'été, les plongeuses ça viendra plus tard, mais là on a décidé de faire une petite sélection de chronographes. C'est très varié comme sélection. Ouais, de forme, couleur, matériaux, bracelets, prix, oui, parce que alors ça commence à un peu plus de 4 000, ça finit à un peu moins de 15 000. Exact. Donc il y a quand même un delta de 10 000 € entre la moins chère et la plus chère. Mais voilà, vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui justifient ça. C'est ça. Alors on peut faire cette vidéo évidemment parce qu'on est à la boutique Mornier, rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Exact. Ce sont des marques qui sont dans cette boutique. Oui. Évidemment, il y a possibilité d'en avoir d'autres marques aux autres boutiques de chez Mornier. On en avait déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait avec toi il y a 6 mois presque. Oui, il y a bien Ça passe trop vite. On avait donc présenté l'intégralité du groupe et puis là en tout cas on est vraiment focus sur la maison Mornier rue Sainte-Catherine, le berceau historique et donc voilà les 7 montres que l'on va vous présenter proviennent donc de cette boutique, sont en stock, sont à vendre. Et vous aurez la chance d'avoir affaire à Edouard si vous et pas que si vous venez et si vous demandez Edouard surtout parce que sinon je travaille pas seul. Voilà. Et t'es pas là le jeudi quand même donc il faut. Je suis pas là le jeudi. Voilà. Voilà. Avant c'était mercredi, maintenant c'est le jeudi. Trop et oui, compliqué dans à la suivre. vidéo on avait dit le mercredi, ouais. Bon bah écoute, on va pouvoir y aller hein. Donc la toute première montre de cette sélection, c'est aussi la moins chère, puisqu'on est parti de la moins chère pour aller jusqu'à la plus chère à la fin. Donc il s'agit de la Longines Conquest Chronograph. Edouard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette super Longines? Qu'est-ce que je peux dire sur cette Longines? Alors déjà la collection Conquest, elle est sortie en 54. Voilà, donc à l'époque on était quand même sur une montre typée sport chic, hein. Je sais que ce mot commence à être un petit peu à la mode, mais c'était vraiment le cas, on était sur, on n'était pas sur l'élégance de certaines, mais on n'était pas non plus sur une plongeuse. Bon, Conquest pour la conquête de l'élégance apparemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre-là? Donc c'est la réédition, enfin c'est disons que c'est la nouvelle génération de chronographes Conquest. Ils ont également changé la ligne Conquest, hein, qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais on aura peut-être l'occasion de faire une on pourra, oui, bien sûr, dites-le-nous en commentaire. Et puis, donc nouvelle génération, avec un design de cadran retravaillé. On a souvenir, en fait, sur les anciennes Conquest, dont les Conquest chronographes également, des gros chiffres arabes qui prenaient quand même beaucoup de place sur le cadran. Et sur la chronographe, une organisation un petit peu différente qui faisait poil daté. Qui faisait voilà, un petit peu vieux jeu. Là, on est vraiment sur une pièce qui fait très moderne. Ouais. C'est un 42 mm épais, 14,3 mm d'épaisseur, donc ça reste quand même un petit bébé à poser sur le poignet. Pour un chrono, ça reste tout à fait acceptable en dessous de 15, je trouve, c'est plutôt bien même pour un automatique. En tout cas, pour le coup, ça se loge quand même très bien sur le poignet, on la sent pas. Là, elle est quand même quasiment adaptée à ton poignet. Et puis, oui, le corne à corne, alors c'est 50, alors je dirais quand même qu'il faut un poignet de plus de 17,5 quand même. 50,2 du coup. 50,2, ouais, il faut quand même un poignet, faut pas un 16 mm, 16 cm de circonférence, sinon ça fait un peu gros, c'est sûr. À partir de 17,5-18, je pense que ça commence à être... à avoir une présence qui paraît assez cohérente avec le poignet. Et ce que je trouve bien aussi, c'est le bracelet qui équilibre ça, avec sa chute. C'est ça, on part quand même d'une entrecorne de 21, 22 et on arrive sur une finesse quand même qui est assez remarquable, donc on a vraiment une jolie chute. Joli bracelet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il existe, ce cadran est décliné, bien évidemment. On a du bleu, on a du cadran gris sous compteur noir. Le panda. Inversé, ouais. Toi, t'en as une que tu préfères dans la collection? Franchement, alors c'est soit celle-là, soit la panda inversée. Panda inversé? Donc noir avec sous compteur blanc, enfin gris clair, je pense. Mais au-delà de la version que je préfère, comparé à l'ancienne, c'est quand même une très très belle évolution. Au niveau du design, je trouve vraiment que
en s'inspirant de certains codes anciens des années 60, Mhm. il y a quand même des matériaux modernes qui la rendent moderne, mais avec cette inspiration ancienne. La lunette céramique, entre autres, la lunette achymétrique céramique, tu veux Ouais, dire? oui, voilà, la lunette. Par exemple. Mais ensuite, sur le cadran, il y a quand même un travail. Alors, le soleillé est très très beau, mais ces index appliqués sont vraiment très, très joliment facettés. Enfin, le poli est très beau. Il y a de la luminescence dedans d'ailleurs. Ouais. Non, pour moi, c'est vraiment très réussi. Et je peux éventuellement comprendre que Longines ait rehaussé ses prix, bon, comme beaucoup de maisons, hein, ces derniers temps. Mais en tout cas, là, je pense que le positionnement prix est quand même Oui. peut-être plus justifié que sur la version précédente. Ah, ben, en tout cas, il y a une Il y vraie a une belle amélioration, évolution. quoi. Ouais. Le cadran, le boîtier, le mouvement aussi, le L. L898. 0.5, Voilà. ouais. Qu'on peut 50. voir d'ailleurs en fond. Oui, 59 heures de réserve de marche. Voilà, très, très, très sympa d'avoir ce petit plus Ouais, par c'est rapport aux confortable. générations précédentes. Couronne vissée, étanchéité 100 mètres, poussoir non vissé. Donc on aura tendance à éviter une utilisation purement aquatique ou à minima de jouer avec les poussoirs sous l'eau. Il faut faire un minimum attention. Il faut faire gaffe, voilà. Mais non, sinon, dans l'ensemble, belle surprise de la part de Longines en fin d'année 2023. Et puis leur gamme Hydro Conquest qui a suivi, est pour moi très réussi aussi. Oui. Donc non, vraiment bel effort de la part de Longines qui vraiment a modernisé toute sa gamme. Bah, Et, c'est grâce c'est au pour le mieux. nouveau CEO de la marque, hein, depuis 2 ou 3 ans là, qu'il est arrivé. La gamme Spirit, je pense qu'elle a commencé avec lui aussi. Peut-être un poil avant, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je trouve vraiment qu'il y a une belle dynamique chez Longines. Hein. Alors, avec des augmentations de prix, mais ils font quand même de très très belles choses. Hein. Puis ils vont sortir des nouveautés là qui sont sympas. Donc ouais, c'est vraiment une de mes marques préférées, Longines, pour son histoire et pour ce qu'ils proposent à l'heure actuelle, qui reste, entre guillemets, plus abordable. Enfin, j'allais dire relativement abordable, mais plus abordable que Omega ou que Rolex. Et au niveau du prix, je sais plus si tu me l'as dit. Au niveau du prix, on est à 4200 €. Voilà. Bon, 4200 €. c'est un peu plus cher que les chronographes de base avec Valjoux 7750. Après, voilà, c'est Longines. Et puis, on a un mouvement, alors qui n'est pas manufacture au sens où c'est pas Longines qui le fabrique, mais c'est quand même une exclusivité de Du État groupe Swatch, pour Longines. Donc, oui. c'est quand même plutôt bon et en termes de précision. Alors, il n'est pas cosque, mais c'est quand même généralement très bien réglé chez Longines. C'est quand même bien réglé. Et puis voilà, moi j'aime bien dire que c'est des mouvements qui sont semi-manufacture parce que voilà, le groupe Swatch possède État. État fabrique des mouvements pour les marques du groupe Swatch, mais pas que. Et Longines, voilà, souvent l'exclusivité de certains mouvements, ce qui est quand même un joli point, voilà, à préciser. Et puis souvent ils n'ont pas l'entrée de gamme des mouvements, ils n'ont pas les mêmes mouvements que Tissot, Hamilton, ils ont la gamme au-dessus. Ils ont la finition du coup au-dessus. Voilà un petit peu. Allez, bah écoute, on va passer à la seconde montre de cette sélection. Une montre que j'aime beaucoup, tu le sais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais. Il s'agit de la Tag Heuer Carrera Chrono. Glassbox. Avec son verre Glassbox qui est vraiment, qui moi m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur la pub avec notre ami Ryan. Ryan Gosling, voilà. Qui est incroyable la pub d'ailleurs. La pub est géniale. Ils ont fait, c'est limite un film. Hein, ah ouais, non mais impressionnant. Et puis le scénario était pas mal. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description pour voir la pub si vous voulez. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Carrera, enfin la gamme Carrera en général, et puis cette montre? Alors, cette montre, elle est sortie en 63. Donc, c'était un chronographe qui est sorti en 63. C'était une Heuer Carrera. Tag est arrivé bien après dans l'histoire de la maison. Mais l'idée de Jack Heuer à l'époque, c'était de rendre hommage en fait aux courses Carrera Panamericana des années 50. C'était une course où on avait les coureurs qui traversaient le Mexique, c'est ça, ouais. Voilà, donc sorti en 63. L'idée, lors du lancement de ce chronographe, c'était vraiment de casser un petit peu les codes des chronographes des années 30-40 qui étaient très chargés sur le cadran avec beaucoup d'échelles, très peu lisibles. Et là, on souhaitait en fait revenir à l'époque aux codes principaux d'un chronographe, mesure du temps. Donc vraiment modèle très réussi. Donc là, ça c'est une réédition qui est sortie il y a de ça... 2022 ou 2023 2023, donc il y a moins de 2 ans en tout cas. On a un petit diamètre, on est en 39 mm, une date à midi, un petit peu atypique, mais vraiment je trouve que ça la complimente bien. Alors c'est pas sur toutes les versions de la chronographe, je crois, la date à midi. Hein. Il y en a qui n'ont pas de date aussi. Il y en a qui n'ont pas de date, en effet, et je me demande même si la bleue n'a pas une date. Elle n'en a pas, je crois, la bleue, non? Elle n'a pas de date, je crois. Tu me mets un doute là. Tu me mets un doute.
Mais en tout cas, Glassbox pour le verre vraiment périphérique qui vient surplomber l'intégralité du cadran et qui donne Et qui cet effet enveloppe un la petit lunette peu aussi, loupe, d'ailleurs, c'est ouais. magnifique. Mm. Vraiment très très joli. Donc 39 mm. Un corne à corne qui est de moins de 47 mm aussi. Moins de 47. L'entrecorne, je l'ai pas. On est à 20 mm entre C'est cornes, du je 20. pense. Ouais. Ok. Donc c'est un TH20 à l'intérieur, donc le mouvement tagueur avec une réserve de marche très confortable. Ah oui, 80 On a heures. 80 heures de réserve de marge, donc mouvement automatique bien évidemment. Étanchéité 100 mètres, avec cette fois-ci, donc contrairement à la Conquest Chrono, pas de couronne vissée, une couronne tout à fait classique, des poussoirs non vissés également. Dans tous les cas, c'est pas le but de cette montre. La Conquest, c'est une montre tout-terrain. Là, on est plus vraiment sur un chronographe purement auto. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que c'est sportif, mais pas de la même manière. Déjà, Conquest, c'est un nom. Conquest, ça fait conquête un peu. C'est ça. Voilà. Ouais. Là, c'est vrai que ça fait très voiture, quoi. Ça Très, fait très très monde de pilote. Et c'est vrai qu'au poignet, elle fait. Alors, en plus, avec le bracelet racing comme ça. On a un bracelet en veau perforé qui est un bracelet, comme tu l'as dit, très typé automobile. Une boucle déployante qui est très sympa aussi. Ouais, la boucle, j'aime beaucoup. Ouais. Donc vraiment un superbe chrono, Et là, très contenu. Ouais, puis là, voilà, ça s'adapte vraiment à des poignets, même des petits poignets là-dessus, ça passe très bien. Ça m'a un peu impressionné tout à l'heure quand je l'ai prise en main comparé à la Speed. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus petite que la Speed. C'est plus comme une Speed Reduce finalement en termes de Puis taille. la taille des cornes n'est pas non plus la même. Ouais. Toi, c'est un 42 avec des cornes qui sont plongeantes quand même assez rapidement. Hein, c'est en slire. Là, on est sur un 39 avec des cornes qui sont un peu plus allongées. Oui, un peu plus droite, mais Donc, ça fait un peu plus court quand même en tout que. Oui. Enfin, je crois que c'est 46 et quelques sur celle-ci, mais Ça, bon, voilà, c'est très très portable. Non, sinon, ce que j'en pense, vraiment, le travail, alors avec le verre Glassbox comme ça, mais à l'intérieur, la lunette qui est courbée sur l'extérieur, qui revient comme ça d'un coup à l'intérieur, ce qui donne un espèce d'incurvé au cadran très intéressant. Enfin, on voit pas ça partout. Les index, ils sont très travaillé. Moi, c'est ça que j'aime en fait sur cette montre. C'est cette. Alors, on peut pas appeler ça patine très clairement, mais déjà, on voit le Luminova sur les aiguilles et légèrement coquille d'œuf, comme on aime appeler ça. Et puis ensuite, les sous-compteurs sont pas blancs, ils sont argentés. Et puis il y a deux couleurs même. Il y a l'espèce de chemin de fer autour des sous-compteurs qui est polymiroir gris. C'est ça. Et à l'intérieur, effectivement, qui est avec des silver, cercles concentriques un petit peu, là. Et un peu, oui, effectivement, gris, ouais. Et donc on retrouve un petit peu les codes des vieilles Carrera. Je pense qu'ils auraient mis des aiguilles et des sous-compteurs vraiment très acier poli. La pièce serait peut-être moins belle. Là, pour moi, c'est une vraie réussite, cette montre-là. Et clairement, c'est ma préférée de toutes. Je sais que tu aimes le bleu. Ah oui, moi, ma préférée, c'est la bleue. Mais celle-ci, elle est très jolie aussi. Hein. Tu vois, sur la Longines, je t'ai dit que ma préférée, c'était la pendant inversée. Là, c'est la pendant inversée. Hein. Et c'est vrai que c'est ma deuxième préférée, je dirais, après la bleue. Après, il y a des versions qui sont plus chères, la Porsche, par exemple. Oui. Parce que oui, ils sont. Alors c'est pas lié, hein, le Carrera est pas lié à Porsche. Hein, non. Alors qu'on pourrait croire, mais ils ont un partenariat avec Porsche, notamment sur une des éditions, quoi. Sur une des éditions de la Carrera en l'occurrence, parce que bon, souvent on pense que le modèle Carrera provient de la Porsche Carrera, mais non, c'est pas le cas. Hein, comme on le disait, c'est vraiment les courses. Carrera, ça veut dire course en espagnol. Voilà pourquoi la Porsche s'appelle comme ça aussi d'ailleurs. Donc, mais oui, ils ont aujourd'hui décliné ces modèles-là avec des éditions Porsche qui sont pour le coup beaucoup plus chères. Ouais. Et on peut voir aussi le mouvement au dos, comme sur la Longines. Avec une belle masse oscillante ajourée qui est jolie, qui reprend le symbole, le logo Heuer. Ouais. Enfin, le logo Tag Heuer désormais, mais très, très réussi, joli mouvement. Ah ouais, là on est sur un... Alors on a aussi fait un gap en termes de prix, même si c'est la deuxième moins chère, on est à 6500 € sur cette ouais. Et puis ça monte jusqu'à plus de 9000 je crois sur les éditions de Porsche. Oui, exactement, le dernier cadran blanc notamment qu'ils ont sorti, on avoisine les 10 000 je crois, si je ne me trompe pas. Donc oui, très 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 belle montre cette deuxième Carrera, j'aime beaucoup. On va pouvoir passer à la troisième montre. Allez, donc la troisième montre de cette sélection, il s'agit de la Tudor Black Bay Chrono, donc que j'ai voulu dans cette sélection en biton hors acier. C'est ça. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai une petite appétence pour l'or en ce moment. Je trouve que c'est un beau matériau. C'est ton côté un peu soprano, ça qui ressort.
patron de la mafia. Sans doute. Non, mais alors elle existe. Là, on a pris cette version, mais elle n'existe pas que dans cette version-là. Mais je trouve que ça marche bien avec son côté vintage. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire à part ça sur cette montre? Alors, qu'est-ce que je peux dire sur déjà la gamme? Donc, Tudor a lancé donc, son premier chronographe en 1970. Ça s'appelait l'Oyster Date. Donc, on était sur un chronographe étanche. C'était une boîte Oyster de Rolex. Et donc, Tudor a décidé en 2020 de fêter voilà, les 50 ans du lancement de ce chronographe avec plusieurs modèles, notamment donc le Panda et le Panda inversé, qui sont les deux versions les plus connues. Les moins chères aussi. Moins chères, elles ont quand même augmenté de prix. Aujourd'hui, on est à 5 610 € sur ces versions. Là, on est plus cher, on est à 8 050. Ouais, 1050, ouais. Mais bon, il y a de l'or aussi, c'est normal. C'est ça. Donc on a de l'or et de l'acier. Et puis, que dire d'autre? Ça reprend les codes qu'on connaît de chez Tudor, les aiguilles Snowflake notamment, qui font référence aux aiguilles des plongeuses sorties en 69. On a les mêmes plots luminescents, enfin les mêmes index appliqués que sur une Black Bay par exemple. D'ailleurs, on a le même boîtier. Enfin, quand on regarde la forme du boîtier, c'est très similaire. Même l'étanchéité d'ailleurs. C'est ça, on est sur étanchéité 200. Là, on est sur du full vissé, couronne vissée, poussoir vissé. Ça, c'est très confortable. Ouais, au moins, on peut aller à l'eau plus sereinement. Quoi d'autre? Une date à 6 heures, une petite trace de rouge au bout de l'aiguille du chronographe. Ouais, qui fait écho aux 200 mètres 660 feet, c'est pas mal. Donc 41 mm, en termes d'épaisseur, bon, c'est encore une fois, c'est un chronographe avec date, ça reste raisonnable. Et bien tu sais quoi, quand on la regarde du côté des boutons, je la trouve moins épaisse que la Conquest. Que la Conquest. Bon, après, il n'y a que 0,1 mm d'écart. C'est ça, on est donc à 14,4, contrairement à 14,3 sur la Conquest. Et vraiment, en fait, pour ceux qui ont des Black Bay 41 mm hors chrono, c'est quasiment la même chose en termes d'épaisseur. Alors que là, vous avez un mouvement chronographe à l'intérieur. D'ailleurs, le mouvement chronographe, c'est... C'est un mouvement B01 retravaillé. En fait, voilà, c'est Breitling qui fournit les bases à Tudor sur tous les chronographes. Et eux leur fournissent en échange les 3 aiguilles. Voilà. Donc c'est un échange de bons procédés. C'est pas le pire des mouvements qu'on a à l'intérieur. Clairement. Et puis le retravail aussi en interne, donc on a vraiment quelque chose de très confortable, 70 heures de réserve de marche, weekend proof comme ils aiment l'appeler, et puis... COSC facilement, puisque... COSC, voilà. Alors tu me disais du coup qu'ils sont pas calibrés avec moins 4 plus 6, qu'ils le sont moins 2 plus 4. Ouais. Okay, en tout cas, je suis sûr sur les Black Bay, les 3 aiguilles, j'ai un peu plus de doute sur les chronographes, je le mettrai au montage si oui ou non. Mais ouais, de toute façon, Tudor, elles sont très bien réglées, c'est un peu la marque de fabrique du groupe Rolex, quoi. Non, clairement. Puis bon, pour les puristes, en mouvement roue à colonne, embrayage vertical, voilà, ça, c'est ce qu'on sait de plus noble. Ouais. Le bracelet, bon, c'est un bracelet classique de Black Bay, 3 maillons, enfin c'est un Oyster en gros avec des faux rivets. Oui, pas d'ajustement rapide, on a 3 positions. Avec pompe. Bicéramique aussi pour assurer la sécurité. Donc ça fait quelque chose qui est très souple, je trouve, à ouvrir. Il ne faut pas beaucoup forcer pour l'ouvrir. Non. Bah bon, ça risque d'évoluer d'ici quelques temps, je pense. C'est fermoir. Parce que là, on a vu que sur les nouveautés Tudor, il y avait une généralisation du master chronomètre et du T-Fit. Donc ça risque d'évoluer. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Le master chronomètre commence à faire son entrée chez Tudor avec du 0+5. C'est vraiment un joli plus. Ça fait mal à Omega, puisque ça fait 15 000 gosses aussi. Donc, bon, c'est pas le même créneau de prix, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, il faut avouer que ça fait du bien à ces modèles-là. La réserve de marche 70 heures, pour moi, c'est aujourd'hui maintenant devenu un peu une norme tellement confortable, surtout à ce prix-là, comme tu le dis. Voilà, c'est un chronographe sportif qui s'habille un petit peu avec de l'or. On a un joli rappel de cette couleur du bracelet au niveau des dessous compteurs et sur l'échelle tachymétrique. Et sur les boutons, tout ce qui est partie mobile là est en or, donc c'est très joli. Ouais. Pas de mouvement apparent, mais bon. Ouais, bon, bah là on est chez Rolex, donc forcément on a la boîte fermée, même si on voit qu'il se découvre un petit peu dernièrement. Voilà. Et donc là on est à 8 050 €. On est à 8 050 € sur cette pièce-là, donc 3 000 € de plus, un peu moins de 3 000 € de plus que la version acier. Bon, c'est beaucoup moins cher que la Daytona en or, mais bon, c'est pas tout à fait pareil non plus. Voilà. Bon, ben voilà pour la 3e, on va pouvoir passer à la 4e de cette sélection.
Donc la quatrième montre de cette sélection, c'est l'iconique L'icône. Tag Vraiment. Heuer Monaco. C'est ça, et pas n'importe laquelle, on l'a prise en calibre 11, bien évidemment. Alors pourquoi c'est une icône justement? Pourquoi c'est une icône? Parce que moi franchement... Pour toi, c'est pas une icône. Hein. Si, c'est une icône, mais voilà, c'est pas celle-là quoi. Cette montre, elle est sortie en 69. C'était le premier chronographe carré, étanche et automatique. Bon, certains pensent que c'est aussi le premier chronographe mécanique automatique. Ouais, alors là, il y a débat, mais bon, c'est l'un des 3 premiers en tout cas. Voilà. En tout cas, carré, étanche, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc sorti en 69, et puis elle a tapé dans l'œil du King of Cool, Steve McQueen. En fait, c'était pour le tournage du film Le Mans 69. C'était la montre du film que Steve McQueen a apporté. Exactement. C'est en partie grâce à ça qu'elle est connue aujourd'hui. Donc là, en tout cas, celle-ci est donc sortie en 2009, si je ne me trompe pas, donc c'est pas tout jeune, pour fêter justement l'anniversaire de cette montre-là. Ouais. Ça faisait 40 ans, du coup, qu'ils avaient sorti ce chronographe. Donc là, on l'a de nouveau avec un calibre 11 qui n'a pas le micro-rotor comme à l'époque, parce que c'était le calibre 11 chronomatique avec micro-rotor à l'époque. Oui. Là, on a toujours la couronne à gauche. Pourquoi la couronne à gauche à l'époque? C'était vraiment pour prouver que le remontage manuel n'avait plus aucune importance, que le côté automatique venait solutionner tous les problèmes. Oui, c'est-à-dire que c'était pour faire passer l'envie aux gens de tous les matins la remonter en fait. Exact, voilà. Donc on reprend ces codes-là aujourd'hui, donc on se retrouve avec la couronne sur la partie gauche du boîtier et les 2 poussoirs de chronographe, lancement, arrêt et réinitialisation sur le côté droit. Voilà. Une date à 6 heures, et puis un bleu qui change du bleu qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les montres Heuer 02, avec un bleu soleillé assez vif. Là on est sur un bleu-gris terne, vraiment très joli. Un peu pâle, ouais. Très jolie montre qui rappelle un petit peu les codes de l'histoire. Ouais, mais ça fait très années comme ça, 70, début 70, quoi. Ouais. Au même titre que la Carrera qu'on a vu juste avant, bracelet veau perforé, racing, très, très joli, boucle déployante Heuer. Même petit peu de boucle que l'autre. Ouais. Après, en termes de... Alors, c'est pas un diamètre, mais... Alors, c'est pas gigantesque comme carré. Non. Après, ça fait quand même assez massif au poignet, c'est assez épais quand même. Ça reste très portable, je trouve. Enfin, il l'indique en 39, alors après... mais bon, ça fait plus de 39 quand on a du carré, mais je trouve que ça reste portable, quoi. 14,3 mm d'épaisseur et 22 mm d'entrecorne. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est la même épaisseur que l'autre, quoi, à peu autre chose près. Plus ou moins, voilà. Et alors, petit détail que j'ai remarqué, que j'avais jamais fait gaffe, c'est que le verre est bombé comme ça. Le verre est bombé, alors il n'est pas vraiment bombé, il est... arqué, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, oui. Mais non, c'est vraiment, je trouve, une très jolie montre. C'est un marqueur de l'histoire. C'est ça. La réserve de marche, là-dessus, 40 heures de réserve de marche sur ce mouvement. Voilà, que l'on peut voir d'ailleurs à travers le fond, avec marqué calibre 11 comme ça. Bon. Ok, très bien. Je sais que tu l'aimes pas, donc on va zapper. Tu vas pas m'y convertir, mais bon après, c'est pas parce que je l'aime pas que je reconnais pas que c'est une montre iconique, elle a une histoire... Non, et puis c'est vrai que c'est des formats qu'on ne voit pas aujourd'hui, on voit beaucoup de montres rectangulaires, que ce soit au niveau des reversos, des quartiers tank, des lip Churchill. C'est vrai que des chronographes carrés, on n'en voit pas. Mais des chronographes carrés, on n'en voit pas, donc voilà. Pour moi, ça méritait sa place pas dans le classement, mais... dans cette sélection. Dans cette sélection. Ouais, on peut pas passer à côté. Non, je suis d'accord. De toute façon, on présente pas que des montres qu'on aime. Enfin, moi, je mets aussi à la place des abonnés. Il y en a forcément qui aiment la Tag Heuer Monaco. Bien sûr. Voilà, ils seront bannis, ceux-là. Non, mais il y a des montres, moi, que j'aime pas forcément dans cette sélection, que j'irai pas porter. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui me sont totalement égales. Et je pense que c'est à peu près pareil pour toi. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, le but, c'était quand même de rassembler un maximum de formes différentes, de couleurs de cadrans différents. Oui, que vous aviez à la boutique. Donc voilà, c'est très éclectique comme sélection. Bon, on passe à la 5e. Allez, donc 5e montre de cette sélection, on va chez IWC avec la Portugieser, qui a changé de nom d'ailleurs, chronographe, donc dans une couleur verte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette montre et puis sur ses origines aussi? Alors moi j'adore cette montre, surtout déjà la couleur du cadran, qui est un vert soleillé, vous allez le voir sur les plans, c'est juste de toute beauté. La couleur est très très belle.
Qu'est-ce que je peux dire sur cette montre? Alors, la collection Portugaiser, alors l'origine de cette montre, c'est donc 2 marchands portugais qui travaillent dans l'horlogerie, qui sont venus donc dans les locaux d'IWC à Chafouz pour élaborer une montre dont la précision pouvait égaler les chronomètres de marine, qui était vraiment la référence à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est pas un chronographe qui a été sorti à l'époque, c'était une 3 aiguilles, donc en 1939, première sortie 39, de la Portugaiser. Et puis voilà, cette montre a été sortie et puis rééditée ensuite plus tard, mais après les années 90, donc 93 je crois, premier relancement de la collection. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre? Donc on est sur un joli chronographe en 41 mm. C'est la plus habillée, je trouve. Elle est très habillée. De la sélection. Alors il existe beaucoup de cadrans sur cette montre-là. Ouais. Il existe du bleu, il existe le plus classique, c'est le cadran blanc-silver avec les index soit dorés, soit bleuis. J'ai trouvé celle-ci vraiment plus originale parce qu'elle a une couleur verte qui est quand même assez sympa. Alors le vert, les cadrans verts chez IWC sont souvent des exclusivités boutiques. Voilà. C'est pas le cas là. Okay. Alors si. Okay. En fait, ce qu'on appelle boutique, nous on est la maison Mornier est un revendeur, on revend IWC, mais une boutique IWC c'est vraiment une boutique en propre. Oui, okay. Voilà. Donc souvent les cadrans verts étaient des exclusivités boutiques. Cette montre-là en a fait partie. Et depuis 4-5 mois, j'ai eu donc la proposition d'IWC d'intégrer ces montres cadrans verts à notre sélection. Donc attends, il y a des gens qui ont acheté cette montre en boutique, mais vraiment en boutique IWC, en pensant que ça ne serait que et depuis du coup ils l'ont mis dans les autres boutiques. Voilà. Ok. Moi, ça a été l'une des premières portugaises que j'ai vendues, et sauf qu'en fait, à l'époque, dès que j'ai intégré la maison Mornier, le cadran vert, c'était une erreur. On l'avait par erreur, c'était vraiment une exclusivité boutique, et on n'était pas censé l'avoir, et en fait, lorsque je l'ai vendue, derrière, elle m'a manqué cette montre. Je me dis, quand même bête que je puisse pas la reproposer. Et j'ai demandé à IWC si on pouvait avoir ces cadrans verts. Longtemps, ça a été un non, et récemment, voilà, on les a enfin dans notre assortiment. Donc pour l'instant, on n'a qu'une cadran vert, c'est la Portugaiser, mais à l'avenir, peut-être d'autres modèles. Voilà. Donc un 41 mm avec un corne à corne assez court, enfin moins de 50 certainement. Moins de 50 probablement, on est à 13 mm d'épaisseur. Ouais, et ça par contre ça se voit, hein. C'est pour ça que je te disais que c'était la plus élégante, c'est vrai qu'elle fait... Alors il n'y a pas que ça qui me fait dire ça, hein. Il y a aussi le travail de poli dans le cadran, en plus il n'y a pas de luminescence sur les index, donc ça fait très élégant, très habillé avec les aiguilles feuilles comme ça. Puis le vert aussi probablement qui donne cette impression de vraiment une forme très, très plate, très élégante, très habillée. Là il n'y aurait pas le réo comme ça vraiment... qui fait un peu penser à une lunette graduée comme ça avec le chemin de fer, ça ferait ultra habillé, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est une proposition en termes de chronographe un petit peu différente de tous les autres qui sont soit unicompax, soit compax. Là, c'est vrai qu'on est sur une organisation des sous-compteurs à la verticale. On est sur du symétrique, voilà, c'est très équilibré, je trouve, comme montre. Donc des chiffres arabes qui sont... alors ça, c'est la marque de fabrique d'IWC, ces chiffres arabes coupés. Ouais. On l'a vu sur la Big Pilot, notamment pendant un temps, c'était vraiment la chose qu'on remarquait le plus. Puis dans tous les cas... Ça rappelle l'ADN des montres de pilote aussi, d'avoir tous ces chiffres arabes sur le porto. C'est ça. Puis Breguet récemment, avec leur nouvelle Type 20, sont venus trancher un 4, non, c'est ça mettre la date. Mettre une date ici. Là, non, c'est quand même assez équilibré. Comme tu l'as dit, 2 sous-compteurs, à midi à 6h, IWC à droite et le chronographe à gauche. Ouais. Plus élégante, plus épurée de la sélection. À mon goût, je pense au tien aussi. Enfin, à ton... J'adore cette marque dans tous les cas, tu le sais. C'est vraiment une montre qui fait très passe-partout. On n'est pas sur une sportive vraiment à proprement parler. Justement, je pensais au bracelet qui est croco. Bracelet croco, poussoir non vissé, couronne non vissée. Étanchéité, je la connais même pas. Je pense qu'on est 3 barres, donc 30 mètres. Que dire de plus? Un mouvement de manufacture IWC. Le mouvement, je pense que c'est le plus beau pour l'instant qu'on a pu voir. Celui-là, à l'Angers, il était assez joli aussi.
Mais là, ouais, il est très très bien fini. Alors les codes de Genève, je sais pas si on peut dire ça, mais elles sont circulaires. Elles sont circulaires. Alors c'est pas le cas sur toutes les montres, notamment sur les Porto Fino. Les mouvements ne sont pas de manufacture IWC. Ah oui, bien sûr. C'est des mouvements groupe. Voilà, là c'est vraiment le cas. Donc on a 46 heures de réserve de marche, 194 composants. Voilà, c'est calibré à 4 Hz. Et puis voilà, que dire de plus sur cette montre, à part que c'est l'élégance à tout point de vue. Alors cadran vert quand même, faut l'assumer. Au soleil, ça renvoie à la lumière. Elle existe dans d'autres coloris au cas où. Donc, elle existe dans d'autres coloris. Mais c'est vrai que ça tranche dans la collection et c'est bien que tu aies choisi celle-ci. Niveau prix, on en parle, on est à 8 950 €. Voilà, que ce soit sur les bracelets caoutchouc ou sur les bracelets alligator, on est sur ces prix-là. Donc voilà, il faut compter un petit billet en plus si vous souhaitez vous procurer le bracelet acier. D'accord, ok. Voilà. Bon, très bien. On passe à la suivante ? Allez. Allez, donc la 6e montre de cette sélection, il s'agit de la Panerai Luminor chronographe. C'est ça, exactement. Tu me le prononces en italien, le nom complet ? Officine Panerai. Exactement. Enfin, je sais pas si Panerai est bien dit, mais Officine... On va l'accepter, Corentin. Qu'est-ce que tu peux me dire là sur ce beau bébé ? C'est un beau bébé, comme tu l'as dit, ouais. 44 mm, épaisseur conséquente. Plus de 15. Plus de 15. Design facilement reconnaissable entre deux avec ce pont protège couronne. Boîtier coussin aussi. Boîtier coussin. Alors là, dans une configuration qu'on ne connaît pas forcément, parce que les gens sont peut-être habitués à la Luminor, disons, classique, avec juste le pont protège couronne à droite. Là, on est sur une version chronographe. Voilà, donc ça varie un petit peu. On resitue un petit peu l'histoire du modèle. Allez, parti. Donc Panerai, équipé après la Première Guerre, donc les plongeurs de l'armée italienne, des sous-mariniers italiens. On a donc le lancement en 1936 de la Radiomir. Donc avec du radium sur les index. De la poudre de radium en effet sur les index, d'où le nom Radiomir. À l'époque, c'était une collaboration avec la société Rolex, qui fournissait donc les boîtiers et les mouvements. Et donc tu me disais que... Ils supprimaient les marquages Rolex pour pas être associés au fascisme de Mussolini pendant la Seconde Guerre. C'est ça, donc ils ont livré le calibre 618 dans un premier temps, et puis ensuite Panerai a développé eux-mêmes leur propre mouvement. Je crois que le premier, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'était un 8 jours de réserve de marche, quand même, c'était conséquent. Ils se sont pas mal fournis aussi après des États, par exemple. Oui, aussi, voilà. Mais ça arrivait plus tard aussi. Donc, et puis, on fait un bond donc, en avant de 13 ans, parce que donc, la Luminor sort 49, si mes souvenirs sont bons. J'étais pas né, donc... T'étais pas né ? Non. À peine. Mais, donc 49, et donc la Luminor, pourquoi Luminor ? Je sais pas exactement, sûrement luminescent. Mais en tout cas, la poudre n'était plus la poudre de radium, mais donc est devenue la poudre de tritium, moins radioactive, moins dangereuse, je pense, pour l'utilisateur. Moins performante, par contre, un peu quand même. En termes de luminescence. Et puis de durée de vie. Quoi. Et de durée de vie aussi. Mais bon, c'était un peu moins dangereux pour les Radium Girls, celles qui appliquaient la poudre avec un pinceau. Qui les doigts et le pinceau, bien sûr. Bon, elles sont plus de ce monde aujourd'hui, malheureusement, je pense. De toute façon, elles seraient plus de ce monde. De manière générale. Mais bon, elles l'ont été de façon un petit peu précipitée quand même. Oui, réduite. Donc voilà, une jolie montre. Enfin, c'est un design très particulier. Très massif, très imposant. C'est le diamètre qu'on connaît, enfin du moins Panerai, pour moi c'est du 44. Ils ont sorti leur nouvelle ligne récemment, que ce soit en Radiomir ou en Luminor, qui s'appelle les 40, donc en 40 mm. Le 44 reste quand même pour moi la norme chez eux. C'est une montre qu'on associe, il faut dire, à des mecs balèzes. Quoi. Assez balèzes avec... Stallone, qui n'était pas connu pour avoir des poignées de poulet. On était Stallone, Schwarzenegger. Et puis l'actuel ambassadeur Mike Horn. Mike Horn qui est un aventurier qui est solide quoi aussi. Qui sait ce qu'il fait. Donc voilà, on a souvent associé les Luminor, les Panerai de manière générale à la robustesse. Ça c'est viril comme montre. C'est viril. C'est ça. Et puis le bracelet, alors c'est un croco là. Il n'y a pas un pet de chute. Enfin, il passe ça doit être du 24 là, je pense. Et il est très très large. Et c'est vrai que
ça contribue à avoir une montre quand même très très imposante au poignet. C'est un style. C'est un style. Alors après, à C'est l'époque, respectable. les plongeurs plongeaient avec soit de l'acier ou soit du cuir. Le cuir, il fallait quand même une épaisseur conséquente si on voulait pas le ronger en 2 semaines. Ah, puis Donc le là, cuir on valait pas rappelle... le cuir ne valait pas le prix qu'il coûte aujourd'hui. Non. Enfin, aujourd'hui, ça coûte une fortune, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez courant, hein, le cuir. Hein. Oui, certain. Euh, Mais en tout cas, voilà, ils ont rappelé cet esprit-là avec des bracelets cuir très difficiles à faire. Il faut quand même passer du temps à la porter pour faire ce bracelet qui est quand même très épais. oui, une sacrée épaisseur. Ouais. Et puis, dans tous les cas, dans les crins est livré aussi, souvent dans les Luminor, un bracelet caoutchouc. Voilà. Donc, Qui irait pas mal avec cette montre, hein, je trouve. qui irait pas mal. Moi, de manière générale, c'est vrai que je les préfère sur caoutchouc. Ah, je te comprends. Mais voilà, en joli cadran, en tout cas, avec des petits rappels de bleu Cadran ciel. sandwich, hein. Cadran sandwich. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cadran sandwich? C'est donc une superposition donc, de cadrans, une plaque pleine de Super Lunova hein, dans l'ère moderne, et d'un cadran ajouré au laser qui vient donc se poser dessus, qui donne cet effet de profondeur et qui permettait à l'époque, du moins, quand ça a été sorti, d'assurer une luminescence suffisamment puissante pour les plongées de longue haleine. Voilà, on a alors je sais pas si c'est une aiguille bleue, enfin en tout cas elle est bleue, mais c'est vrai que le bleu me paraît très clair. Très clair. Mais en tout cas voilà, on a une petite, on a un totalisateur des minutes qui est bleu et non, on a des formes d'aiguilles assez originales hein, dans les sous-compteurs. Ouais, exact. Non, c'est une belle pièce, assez harmonieuse harmonieuse je trouve. Avec le Réo qui est une échelle tachymétrique. Une échelle tachymétrique, exact. Donc on n'est pas forcément sur un chronographe spécifique pour la pratique, une pratique régate ou autre. Hein. On est vraiment sur un chronographe avec un tachymètre, tout ce qu'il y a de plus classique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le prix peut-être? Alors le prix 10 200 €. Voilà, c'est pas donné. C'est pas donné. On est équipé d'un calibre P9200, donc appellation Panerai, mais j'ai un petit doute au niveau de... Je sais pas si c'est manufacturé, enfin j'ai un doute. Alors ça me semble être un peu plus fin qu'un Valjoux 6750, 6,9, mais ça reste épais pour un mouvement chronographe quand même. Et logiquement, il l'aurait précisé souvent dans les marques du groupe Richemont, du moins Panerai WC, quand c'est un calibre manuf, il le précise de manufacture Panerai ou de manufacture WC, ce qui n'est pas le cas ici. C'est peut-être une base, Je pense que c'est une base. 42 heures de réserve de marche. Ouais. Bon, 42 heures, voilà. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Et puis... 28 800 alternances par heure. 28 800 alternances par heure, voilà. Bon, mais une proposition à l'opposé de la précédente. Hein. Pour moi, elle fait partie elle était censée faire partie de cette sélection parce que la forme du boîtier vient changer, ça varie un petit peu, on vient casser les codes avec ces montres-là. Et puis nous, on remarque en tout cas en boutique un franc succès depuis quelques temps, du moins un renouveau de cette marque qui attirait pas forcément l'œil avant, ou du moins qui attirait l'œil parce que ça attire forcément l'œil, mais qui ne plaisait pas forcément. Et là, depuis quelques temps, on a une petite relance à ce niveau-là. Allez, donc dernière montre, et pas celle que j'aime le moins, la Grand Seiko Evolution 9. C'est beau ça, hein? Ouais, Tentagraph. Exact. Donc, Tentagraph, on explique déjà ce que ça veut dire. Je peux l'expliquer. Ouais. Donc, ten pour 10 battements secondes, ta pour 3 days automatique, donc 3 jours de réserve de marche, et graph, car c'est le premier chronographe mécanique de Grand Seiko, Tentagraph. Alors, il faut quand même que les gens se rendent compte qu'un chronographe avec 70 heures de réserve de marche, mais toujours avec 36 000 alternances par heure, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est incomparable avec un 70 heures 4 Hz. Ça consomme presque 2 fois plus, je crois. Hein. Exact. Donc il y a un travail sur la réserve de marche qu'on ne met pas assez en avant et que j'essaye de mettre en avant aujourd'hui. Non, c'est splendide, c'est très réussi pour leur premier chronographe mécanique. Donc un beau bébé aussi. Hein. On est donc sur du 43,2 de diamètre. 43,2 de diamètre, donc c'est quand même une belle bête à poser à son poignet. Full titane, c'est titane, boîtier titane. C'est vrai qu'elle est légère. Enfin, elle est légère. Elle est relativement lourde pour une titane parce que ça reste un mouvement chronographe. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus légère que la Black B chrono. La Black B, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Mais on a, je trouve, une association entre la couleur du cadran, qui est un bleu nuit
qui fait penser un petit peu, la texture du moins fait penser dis-moi ce que tu en penses, à la Chopard Alpine Eagle. Ouais, alors moi alors je crois que sur la Chopard Alpine Eagle, c'est l'iris d'un aigle. Voilà, donc on serait là, sur le même là, esprit. Ça me fait penser à l'iris d'un œil. Alors là, je pense que Grand Seiko, d'après ce que j'avais lu, je pense que ça fait plus référence à un mont, enfin une montagne. La poésie Grand Seiko. La poésie Grand Seiko, on pourrait en parler des heures, mais en tout cas là, on est sur quelque chose d'assez très sportif, assez peu poétique. Très sportif. Mine de rien. Ouais, mais très raffiné aussi, je trouve. C'est raffiné. Les finitions, elles sont honnêtement dingues. Franchement, là, de toutes celles qu'on a vues, je trouve qu'elle est au-dessus. Et le mouvement au dos est juste de toute beauté, clairement. Mais déjà, rien que sur le boîtier, ça, c'est du titane, et les chanfreins polis. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont de si belles finitions sur du titane. Hein. Finition Grand Seiko, mis à part, bon, tu me rappelais le bracelet, éventuellement, bracelet boucle, ils n'ont jamais vraiment été connus pour ça. Pas au niveau d'un bracelet d'une marque concurrente suisse. Quoi. Mais quand on parle du boîtier pur, du cadran, de la finition globale de tout ça... Là, sur le boîtier, il y a des chanfreins sur la partie extérieure, il y a des chanfreins sur la jonction interne des cornes. Ah, c'est Zaratsu pour vous servir. Hein. Cornes percées en plus. Cornes percées. Puis on a une forme qui est magnifique, je trouve, sur le côté. Hein. Je l'avais jamais vu en vrai, cette Grand Seiko. Ouais. Je la trouve absolument magnifique. Honnêtement, les boutons poussoirs sont joliment usinés, même la gravure Grand Seiko là, sur la tranche de la couronne est très belle. Puis on a, voilà, encore une fois, ce matériau qui est mat. Ouais. Avec un cadran qui est quand même assez sombre et une lunette noire. Pour moi, le trio est juste. Ça marche très incroyablement bien. Et même le souci de finition, même entre le cerclage des sous-compteurs, et il y a le même cerclage carré autour de la date à 4 heures. Non, on les rappelle de toute façon. Et le fond de la date et de la couleur du cadran. Ils savent faire. C'est magnifique, les index, c'est incroyable. Niveau mouvement, on est donc sur le calibre 9SC5 qui est basé donc sur un autre calibre en high bit, le 9SA5 apparemment. Donc on est dans la collection Evolution 9. Qui est incroyablement beau. Là on est sur le plus beau il y en a d'autres qui sont beaux, mais celui-là il est vraiment vraiment très très beau. La masse oscillante extrêmement ajourée, mais il y a cette espèce de... comme du Frozen de chez Audemars Piguet sur le... Alors c'est pas de l'or du coup, mais oui, c'est très très beau. Mais c'est très joli. Non, ils savent faire les choses, ça c'est certain. Et puis je pense qu'ils voulaient pas non plus louper la sortie de leur premier chronographe mécanique. Ouais. Ils pouvaient pas faire les choses à moitié. Alors le budget forcément est en conséquence. Hein. On est quand même à 14 300 € sur cette montre-là. Donc on est en face d'une Daytona quoi. Un petit peu en dessous, on a 15 600 aujourd'hui sur un Dayto acier. Ah oui, j'avais pas vu qu'ils avaient passé les 15 000, c'est énorme. Donc oui, c'est un Mais c'est vrai que pour ce prix-là, on a un superbe cadran, quoi. Puis l'accès à une superbe maison qui malheureusement est encore trop méconnue aujourd'hui en France, ou du moins en Europe. Gros succès aux États-Unis, quatrième marque aux USA. Ah ouais. Ouais, derrière Rolex, Omega, Cartier. En Europe, du moins en France, c'est encore trop assimilé à Seiko. Et donc forcément, quelqu'un qui vient à la recherche d'une montre de gamme préfère éliminer Grand Seiko parce qu'il entend Seiko. Hein. Ah ouais, ok, moi c'est pas du tout quelque chose qui me... le clic il est bien fait, alors on est sur une roue à colonne là-dessus. Hein. Oui, aussi. Et puis après, Vert Saphir, ça c'est bien évident. J'ai épaisseur 15.3, voilà, et un entrecorne, un corne à corne de 51.5. Ouais, donc c'est un très grand corne à corne. Étonnamment, quand je l'ai passé au poignet, je la trouve pas si gigantesque que ça. Non. Je pense que c'est parce que l'ouverture du cadran est pas immense et ça me fait un peu penser à la Conquest en termes de taille. Puis t'as pas des tout petits poignets non plus, Corentin. Ouais, il fait 18 quoi. Voilà. Mais ça me fait penser à la Conquest en termes de... Oula, pour éviter de les faire percuter. Non, tu trouves pas en termes de proportion ? Tu sais, c'est à peu près... alors, je parle surtout de la lunette et du cadran, je trouve qu'on est à peu près sur les mêmes volumes que la Longines. Je tendance peut-être à préférer comment celle-ci tombe sur le poignet. Ouais, non, mais carrément. Ouais. Non, c'est très agréable à porter. Hein. Et alors, ce que j'aime bien, tu vois, là, avec c'est un peu ce que tu disais, la couleur du titane marche bien avec les autres. Ouais. Il y aurait eu de l'acier, il y aurait eu... ça aurait trop dénoté. Elle serait très grosse, hein, je pense. Là, le sombre la rend plus petite. Hein. Non, bon, moi j'aime beaucoup cette pièce. On est certes sur un prix assez. C'est très cher, ça dépend les gens. Mais il faut aussi dire que c'est un mouvement qui est splendide, une finition qui est juste au top, d'une maison très poétique et qui mériterait, je pense, plus de succès, du moins sur notre territoire. Mais non, moi je valide à 100% cette montre-là. Chapeau Grand Seiko. Chapeau Grand Seiko. Bah voilà, on a fini de ces 7 montres. Pour le fun, là, si tu devais nous faire un classement de ta préférée, celle que tu aimes le moins à ta préférée, qu'est-ce que tu mettrais ? Là, je le prends à court, là, il n'avait pas du tout réfléchi. Hein. Alors si tu veux, moi je te le fais parce que j'ai déjà réfléchi. Première, la Grand Seiko. Ah, on a dit celle que j'aime le moins. Bon, plus trop de suspense du coup sur la première.
Celle que j'aime le moins, la Panerai Luminor. Ah ouais, j'aurais mis... ouais. La deuxième, c'est la Monaco. Elle est pas bien loin. Que j'aime le moins. Donc là, c'est vraiment des montres que voilà, je suis pas extrêmement fan. Ensuite, il y en a une où je suis plutôt neutre. C'est la IWC. Après, toutes les autres, j'aime, voire j'adore. Tout le reste ensuite, Ouais, j'aime égalité, j'aime presque. vraiment beaucoup. Je dirais la Longines, mais honnêtement là c'est très compliqué pour faire mon classement. Après je dirais la Tudor, puis la Tag Heuer et ensuite ces deux-là. La Grand Seiko. Okay. Voilà mon classement à moi de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Mais ces quatre-là sont vraiment au-dessus des trois autres. C'est tout à fait compréhensible. Alors moi, je ne vais pas changer ces deux-là. Pour moi, elles sont à la même position. Donc la Tag et la Grand Seiko. Ouais, ça pour moi, dans le top, bien amplement. Alors par contre, ça, tu m'as beaucoup blessé. Mais il a un gros poignet, donc je peux comprendre. Tu m'as beaucoup blessé, Corentin. Celle-là, c'est vraiment toi qui l'as choisi. Non, pas forcément ce modèle. Encore une fois, moi, je raisonne vraiment en collection. Parce que si vraiment, tout ce qui est champagne gold, moi, je ne suis pas un grand fan. Donc j'aurais tendance vraiment à mettre ces deux-là en dernier. Mais par contre, j'adore la Conquest dans d'autres configurations. J'adore le chrono Panda. Steel & Gold, pour moi, je suis... Mais moi aussi, je parlais en collection. Voilà, donc si c'est en collection, dans ce cas... je les aime beaucoup. Bon, la Monaco parce que c'est en dernier, parce que c'est pas forcément celle avec laquelle j'ai le plus d'affinité. Ouais, on se rejoint là-dessus. On se rejoint là-dessus. Je vais quand même mettre Tudor Chrono. Non, même dans ces autres versions. Je m'en veux. Je mets Tudor en dernier pour le coup parce que le chrono, je le trouve quand même relativement épais, peu importe sa configuration. D'accord, ok. Voilà, je suis pas forcément tu me surprends, un grand adepte. Ouais. Ça j'aime beaucoup, donc je vais quand même mettre la Monaco juste avant, chargée d'histoire, mais très particulière à porter. Ouais. Hein, c'est un chronographe carré, mais voilà, qui aujourd'hui a tout à fait sa place dans les chronographes et dans les montres iconiques. Bien sûr. Pour moi, c'est certain. Elle peut être moche et iconique. Elle peut être moche et iconique. T'en connais des... tu vas me dire celle-ci. Si je te demande une montre moche et iconique, ça me sortir la Monaco direct. Donc, la Conquest viendrait ensuite, parce que sa taille, essentiellement, me dérange un petit peu, un peu grosse, un peu épaisse. Ouais. Par contre, bon, la déclinaison cadran silver sous compteur noir avec ces petites traces de rouge sur les index, ça, je suis fan. Et puis ensuite, donc on l'a dit, les deux pièces, le Tantagraphe et la Carrera en tête. Et puis ensuite, ça se joue vraiment au point entre les deux. Okay. Je suis un grand fan, moi, de toute façon, du groupe Richemont de manière générale, des marques du groupe Richemont. Tu sais que j'aime IWC, j'aime aussi beaucoup Panerai. Donc j'aurais tendance, l'une avant l'autre ou l'autre avant l'une, mais en tout cas comme ça. Ça me convient comme classement. Eh bien super. Bah écoute, ça a été un plaisir de faire cette sélection avec toi. Merci Corentin, en tout cas. Bon, il faut aussi remercier la boutique Mornier qui a rendu ça possible, puisque toutes les montres sont évidemment en vente. Sont en vente, sont disponibles. À la boutique Mornier, rue Sainte-Catherine. Exactement. À Bordeaux, en face de Apple Store, c'est assez facile à trouver. Exact. De toute façon, on avait déjà expliqué un petit peu dans une vidéo précédente de quoi était composé le groupe Mornier, avec ses différentes boutiques. Mais en tout cas, voilà, là on est sur la boutique Sainte-Catherine, et c'est là notamment que sont représentés IWC, Panerai. Et si on veut d'autres chronos, il y a la boutique Breitling avec par exemple la Navitimer et la Chronomat. Et puis il y a la boutique Rolex où il y a Rolex, mais il y a Longines aussi, je crois. Et Tudor aussi. Il y a Longines, il y a Tudor, il y a Tag, voilà, on retrouve quand même des marques communes. Après, n'y allez pas en pensant qu'il y a une Daytona à disposition. Hein. Je ne me prononcerai pas à ce sujet-là. Il y a peut-être un petit peu d'attente dessus. Un tout petit peu. Voilà. Mais voilà, en tout cas, merci à toi Corentin, et puis c'est avec grand plaisir si vous souhaitez venir en boutique, les essayer, discuter d'horlogerie, passer du bon temps, c'est avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà, écoute, merci Edouard, et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.